Bien, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est donc la dernière séance, comme je vous l'indiquais il y a 15 jours, et je vous disais d'ailleurs il y a 15 jours que d'une certaine manière, l'ensemble de ce séminaire aurait pu s'arrêter là, mais justement l'actualité éditoriale, et j'en suis particulièrement heureux parce que je pense que du débat historiographique dont nous devons parler, la forme livre est tout de même la destination et le vecteur le plus, au fond, radicalement innovant. L'actualité éditoriale, donc, nous fait confronter deux livres et deux auteurs. Dominique Gnapra, à ma gauche, donc directeur d'études à l'EHESS, directeur de recherche au CNRS, qui est l'auteur ici de Cité de Dieu, Cité des hommes, l'Église et l'architecture de la société, que je remercie d'être là, y compris parce qu'il va commencer par parler de mon invité, mon autre invité, professeur à l'université de Rennes 2 et membre de l'Institut universitaire de France, Florian Mazel, auteur de L'évêque et le territoire, l'invention médiévale de l'espace, 5e, 13e siècle. Ces deux livres se répondent d'une certaine manière et ils vont se dialoguer, l'un parlant de l'autre, et c'est précisément parce qu'ils prennent aussi en charge la question de la modernité qui nous a intéressés durant cette année que j'ai trouvé utile et agréable de les convier ici dans cette séance supplémentaire, en somme. Mais ça ne m'empêchera pas de faire, comme de coutume, ce bref résumé des chapitres précédents que je me suis infligé. Et donc je commence par là en faisant retour vers ce qui a été dit donc, il y a 15 jours. Dans La discordance des temps, une brève histoire de la modernité, qui est un livre paru en 2011, Christophe Charles ramenait la compréhension de ce qu'il considère comme le siècle moderne, c'est-à-dire 1830-1930, à une nouvelle historicité de l'art, née avec le romantisme, dont Baudelaire, et en particulier le Baudelaire de Le peintre de la vie moderne en 1859, est évidemment l'emblème. Je cite Baudelaire: « La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. » Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien, ce qui est d'une certaine manière une première dynamique qui nous a occupés ensemble cette année. À cette modernité qui dure longtemps, en somme, Emmanuel Furex et François Jarige ont répondu en 2015 par un autre livre, La modernité désenchantée, relire l'histoire du XIXe siècle, qui est en fait un portrait à la fois un portrait historique du XIXe siècle et un portrait de notre actualité historiographique et historique en tant qu'il s'éloigne du XIXe siècle. C'est au fond un essai sur ce que nous sommes en train de devenir pour que le XIXe siècle ne fasse plus partie de notre histoire contemporaine, parce que s'éloignant, au fond, il porte la marque, c'est ce qu'ils écrivent, page 387, de la discontinuité. Je me souviens des séminaires de Pierre Toubert et de l'embarras de ceux qui y assistaient, parce que l'essentiel de ce qu'il disait, alors qu'il était médiéviste normalement, traitait du XIXe siècle. Et à ceux qui s'en étonnaient, il disait, ben oui, si vous voulez travailler à être médiéviste, il faut commencer par être XIXiémiste, parce que c'est de là qu'inévitablement tout commence. Et c'est intéressant de voir que nous avons terminé par là, il y a 15 jours, que c'est notamment en évoquant ces deux livres récents qu'Alexandre Escudier achevait son intervention de la dernière séance de notre séminaire, et c'est justement à en discuter deux autres que nous allons consacrer cet après-midi en présence de leurs auteurs. Que s'est-il passé entre les deux ? Par où sommes-nous passés ? Au fond, l'ensemble, me semble-t-il, de notre effort a consisté non seulement à compliquer la généalogie de la modernité. Ce n'est pas seulement que cette modernité se trouve contrariée, compliquée, contournée. Ce n'est pas seulement qu'elle filait jadis vite et droit et que désormais elle zigzague, s'attardant ici ou s'accélérant là. Ce n'est même pas seulement que l'idée de généalogie inévitablement glorieuse s'en trouve du même coup fragilisée, c'est que la modernité elle-même
légué par une histoire plus incertaine, devient du même coup hétérogène et contradictoire. Donc, on retrouve ultimement l'attitude foucaldienne de modernité qui avait été posée d'emblée par Mathieu Pot de Bonneville la première séance, comprendre en quoi hier diffère d'aujourd'hui pour mieux habiter le présent, c'est-à-dire au fond pour mieux se préparer à y agir. Discordance des temps, désenchantement, la modernité désenchantée, sont donc pour nous deux mots clés. Discordance et désenchantement. Ce n'était d'ailleurs pas si aisément discernable dans le scénario presque implacable proposé par Jean-Frédéric Chaube, mais à y regarder de plus près, chacune des 5 dynamiques qu'il a définies comme constitutives de la formation européenne de la modernité politique avait sa propre inscription spatiale. Et nous avons bien reconnu, je crois, l'idée qu'un des remèdes les plus efficaces contre l'européocentrisme, c'est de situer l'histoire en Europe lorsqu'elle s'y déroule et de ne pas le laisser implicitement à l'appréciation générale de ceux qui le lisent. Donc, une inscription spatiale, mais aussi ses rythmes propres, et certains, comme le principe de séparation commandant l'administration, trouvant, sinon son origine, du moins son commencement au XIIe ou au XIIIe siècle. Et surtout, ce qui nous est apparu, me semble-t-il, avec l'exposé de Jean-Frédéric Chaube, c'est que toutes ces dynamiques apparaissent comme réversibles. À commencer par la première qu'il avait mis en avant, c'est-à-dire la sortie de la guerre civile. Si celle-ci est, je le cite, le seuil d'entrée dans la politique moderne, la mémoire et le risque du retour au temps des troubles ne cessent d'agir au second plan comme un danger qui n'est jamais exorcisé. Et donc, de ce point de vue, la modernisation des formations politiques n'est pas un acquis, mais un programme en cours, susceptible d'involution brutale. Discordance et désenchantement, en revanche, étaient plus nettement, me semble-t-il, discernable dans le parcours proposé par Guillaume Calafa, l'organisateur de la séance d'il y a 15 jours, qui, en histoire économique, de Henri Hauser à Bartolomé Clavero, a envisagé un parcours parfois heurté qui posait la question justement de la discordance rythmique des périodes. Je cite une phrase de sa conclusion: « L'aplatissement chronologique des charnières et des seuils, les époques de transition et les épisodes de transition entre les époques invitent à rappeler la modernité si celle-ci se pense fondamentalement comme un processus ouvert, comme un horizon de possibilités aux devenirs incertains. Quant au désenchantement, eh bien, il était paradoxal dans le cas de la modernité économique, puisque, comme Guillaume nous l'a expliqué, il consiste à faire son deuil de la froide rationalité des intérêts qui semblait caractériser l'homo economicus. Donc, au fond, c'est un désenchantement par réenchantement. C'est le fait de se voir désenchanté, de ne pas l'être autant que la modernité pense qu'on l'est, que l'économie du don telle qu'elle persiste et persévère, tel que le lexique théologico-politique dont la persistance ne doit pas seulement être comprise comme trace d'archaïsme ou résidu anecdotique, mais bien comme dynamique propre de la modernité aujourd'hui, c'est tout cela donc qui nous permet de le saisir. Alors, je ne suis pas certain d'être capable aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans le bilan de cette première année qui s'achève aujourd'hui. Et je ne voudrais pas donc faire, après le résumé du chapitre précédent, de l'ensemble de ce qui nous a réunis. Il s'agissait bien, vous l'avez compris, de traiter des effets de la modernité et non de la modernité elle-même. Ça voulait dire effets de la modernité sur les expériences historiographiques, effets des expériences historiographiques sur la modernité. Et voilà pourquoi, évidemment, on ne sera pas trop chagriné, je pense, si cette année ne débouche pas sur une nouvelle proposition fracassante de repériodisation, qui aurait d'ailleurs d'autant plus de chances de passer inaperçue qu'elle serait en apparence fracassante,
puisque, là encore, c'est la leçon foucaldienne, on peut toujours, dans de vieux pots, faire de bonnes soupes, et que Erwin Panofsky avait raison, au fond, de se moquer des dépériodisateurs qui feignent de désirer un temps flou, incertain, vaporeux, sans limite, alors que la dépériodisation ne vaut que comme expérience de pensée, uniquement pour ne pas être dupe de ses propres artifices, uniquement pour ne pas se laisser dominer par les connotations implicites des cadres de périodisation que l'on utilise, rien de plus, rien de moins, et c'est de cela dont il s'agissait avec la modernité, dont les effets sont tels qu'ils ne peuvent laisser indemnes les médiévistes, et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Ont ainsi été mises à l'épreuve, me semble-t-il, tour à tour, les notions de progrès, de récit, de légitimité des temps modernes, d'archéologie, de généalogie, et c'est sans doute évidemment le syntagme de l'État-nation qui, d'une séance l'autre, concentra le plus de critiques, ce qui peut être évidemment perçu au moins comme un trait d'époque. Alors, au fond, à y réfléchir, le terme sociologique d'épreuve aurait peut-être été plus adéquat pour désigner notre démarche, mais je conserverai tout de même celui d'expérience, et notamment pour le séminaire de l'an prochain, qui portera, je peux l'annoncer d'ores et déjà, sur l'expérience communale, dans la mesure où la poursuite des fins du Moyen-Âge est une tentative de redéfinir les finalités de son étude, l'excellente même revue des étudiants doctorants médiévistes de Paris 4 qui s'appelle Qu'est vient de sortir et le titre c'est Finir le Moyen-Âge. Et effectivement, la double définition des fins comme terme et comme finalité eh bien, permet au fond de nouer, et c'est de mon point de vue quelque chose d'essentiel, une alliance avec les sciences sociales, et c'est de cela dont on aura à parler aujourd'hui. Donc, j'aurais à le préciser, mais par expérience communale, on tentera l'année prochaine d'entendre à la fois la formation de la commune comme expérimentation historique, faire commune, et l'émotion politique qu'elle procure individuellement et collectivement, ce que ça nous fait de faire commune. Or, la compréhension, évidemment, du communalisme médiéval est un des enjeux de la constitution des sciences sociales, notre philosophie de la modernité, assurément, depuis Weber et Durkheim, et c'est même un des enjeux de la sociologie. Et donc, même si on prétendait ne s'intéresser qu'à la question des communes médiévales, on ne pourrait pas l'aborder sans s'interroger sur les effets historiographiques, mais aussi politiques, de la connaissance qu'en ont eu non seulement les savants, mais les acteurs politiques, et particulièrement depuis le XIXe siècle. On y revient. Donc c'est pour cela, me semble-t-il, que nous butons et que nous buterons aujourd'hui sur la question de la ville. J'anticipe, et donc de la manière dont la cité de Dieu devient la cité des hommes. J'anticipe, mais donc pas tant que cela, car ce dont il sera question l'année prochaine sera encore ce dont il aura largement été question cette année, ce vers quoi, je pense, convergera l'essentiel de notre propos cet après-midi, c'est-à-dire une critique de la sécularisation. Si je voulais jouer d'ailleurs sur les mots, ce qui n'est pas mon genre, mais non, ce ne serait pas un jeu si gratuit que cela, je dirais même une critique du siècle, entendu comme outil de périodisation apportant justement la discordance et le désenchantement. C'est-à-dire que séculariser le temps, c'est à la fois le rendre discordant par rapport au roi qui nomme la durée et désenchanté par rapport évidemment à une conception théologique du devenir historique. Dans le deuxième chapitre de la première partie de son livre Cité de Dieu, Cité des hommes, l'Église et l'architecture de la société, chapitre intitulé Transfert de la sacralité, Dominique Young-Apprat reprend de manière remarquable le dossier de ce que Jean-Claude Monod appelle la querelle de la sécularisation, de Durkheim à Weber, justement, à Charles Taylor, en passant par Kantorowicz et Lewitz. Dominique dresse le panorama critique de cette question du transfert de la sacralité, partant de la prémisse essentielle qu'il définit ainsi, page 137, dans un monde hétéronome où
le social se confond longtemps, il faudra comprendre combien de temps dure ce longtemps, où le social se confond longtemps avec l'ecclésial, toute instance d'organisation ou de régulation de la société, l'État et la cité évolue nécessairement dans le champ sémantique du religieux. Qu'est-ce que cette nécessité? Et sur quoi bute-t-elle pour se renverser et quand, à un moment, mettant fin à cette longue confusion? Et surtout, peut-on substituer au transfert ce que Dominique Young-Apprat appelle à la fin de son livre la recharge ou le renouvellement, qui permet, je le cite encore, mais cette fois-ci page 455, de comprendre pourquoi et comment, à l'âge de la supposée modernité étatique, l'institution ecclésiale a pu se maintenir pour elle-même, c'est-à-dire en dehors même de sa substitution, de son absorption par cette autre instance sacrale pontificalisée, l'État ou la cité étatique. Et voilà, me semble-t-il, un des points d'articulation entre les deux livres que nous allons mettre en dialogue aujourd'hui, puisque c'est le livre de Florian Mazel, L'évêque et le territoire, l'invention médiévale de l'espace 5e, 13e siècle, qui permet de comprendre en amont, justement, ce que tu appelles l'absorption ou la substitution de la matrice. C'est Dominique qui va le présenter dans un instant, donc je ne veux pas être trop long là-dessus, mais quelques mots tout de même. C'est un livre, vous le savez déjà, formidablement énergique et vivant sur la production sociale de l'espace, et notamment sur l'Église comme institution territoriale. Cette institution territoriale qui impose en Europe une souveraineté d'un type nouveau, en même temps que de nouvelles formes de gouvernement fondées sur des pratiques rituelles, des pratiques clientélaires pour l'essentiel, des pratiques de spatialisation de l'autorité. Et dès lors, le livre de Florian Mazel peut aussi se lire comme un essai de périodisation, c'est-à-dire que ce qu'il appelle le sursaut carolingien est, d'une certaine manière, un faux départ, puisqu'on comprendra à le lire, mais on comprendra à la fin, comment l'autorité du passé antique pèsera finalement moins dans la configuration concrète des pouvoirs post-grégoriens que la vitalité des pratiques sociales de production de l'espace. Donc, c'est en cela que c'est un livre également énergique, car il prend au sérieux la force des pratiques, dans leur dimension matérielle et idéale, mais aussi parce qu'il se donne comme objectif de casser l'illusoire compacité d'un mot, civitas. Derrière l'apparente inertie des mots, écrit-il dans son avant-propos, page 13, la lente mue des choses. Et d'une certaine manière, je dirais que toute la beauté et la difficulté de l'histoire féodale, elle est là, c'est-à-dire concilier l'apparente inertie des mots et la lente mue des choses. On pourrait remarquer d'ailleurs qu'il n'y a pas que l'inertie des mots, mais il y a aussi l'insistance des lieux. Qu'est-ce que c'est qu'habiter une cité qui, K1, Ka, demeure tout de même identique à elle-même, alors que cité ne veut plus dire la même chose dans cette sémantique qui est celle, effectivement, que l'un et l'autre prennent en charge dans leur expérience historiographique. C'est le paradoxe même de l'histoire urbaine, c'est-à-dire, effectivement, cette insistance des lieux, alors qu'au fond, habiter le lieu ne désigne plus la même chose, et on peut en faire l'expérience poétique. Cette expérience, elle est constitutive de la modernité, puisqu'elle est proprement baudelairienne. Le fait d'habiter une ville qui change plus vite que le cœur des hommes. Or, justement, avec Florian Mazel, nous ne nous situons pas au cœur des villes, mais aux marges des diocèses. Ces marges incertaines, disputées, qu'il décrit entre Aix et Marseille, entre Dax et Oloron, entre Maurienne et Turin, et c'est là que s'observe une coïncidence approximative entre cités romaines et diocèses médiévaux. Et, alors oui, évidemment, ça correspond à peu près, mais à peu près seulement. Et alors que les savants s'étaient jusque-là attachés à mettre en valeur les concordances, Florian Mazel, qui déteste l'à peu près, concentre son attention sur la discordance. À observer la discordance entre donc les nouveaux diocèses et les anciennes cités
tant que ville et territoire, au sens romain, a observé la discordance, le désajustement, l'accent donc se déporte vers la compétition pour un contrôle fragmentaire d'un espace qui apparaît de ce fait plastique. Et nous, je veux dire nous autres modernes, sommes donc non pas nécessairement héritiers, mais en tout cas redevables de cette production médiévale de l'espace. Et médiévale, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire faite d'enclaves, d'immunité, de liberté, de chevauchement. Ça veut dire qu'au-delà de l'apparent maintien de la structure territoriale de la cité antique, alors ça ne veut pas dire justement qu'on rentre dans, la règle de l'hétérogène et de l'exemption, parce que la fabrique territoriale du diocèse produit progressivement une clarification des limites, une formalisation plus nette, et ce, jusqu'à légitimer cette délimitation par circonscription des anomalies, écritues, par un recours évidemment à la mémoire des origines, antiques et impériales, et c'est lorsque cette clarification est produite qu'on fait appel à cette origine antique et impériale, et qu'on crée pour les historiens futurs cet effet d'illusion dont on commence à peine à se déniaiser, et qui est effectivement l'illusion du à peu près. Bien évidemment, cette reconfiguration est à large échelle, elle consiste en une invention et en un inventaire de la chrétienté tout entière, polarisée par ces cathédrales, par l'essor de la juridiction et de la fiscalité épiscopale, achève au XIIIe siècle de rapprocher le diocèse de ce qu'avait été la civitas romaine, parce qu'il rétablit un lien entre territoire, droit et fiscalité. Mais il le fait sur de toute autre base que celle de l'Église, ces autres bases sont celles de l'Église catholique et romaine. Donc c'est pour ça que l'enquête de Florian Mazel invite ultimement à réarticuler l'histoire des pouvoirs autour de la charnière grégorienne. Je le cite, « En matière territoriale, l'Église ouvrit donc doublement le chemin à l'État, d'une part en mettant à sa disposition les hommes et le cadre administratif indispensables à la mise en œuvre des deux pratiques qui apparaissent aujourd'hui comme les principaux instruments de l'essor de sa puissance au cours du second Moyen-Âge, l'enquête et la fiscalité directe. Ça, c'est effectivement ce dont on a parlé autour de l'œuvre de Jean-Philippe Genet, ici présent. D'autre part, et de manière plus générale, en lui offrant un modèle de domination spatiale d'ordre territorial et non seigneurial qui relevait d'une logique de souveraineté et non d'une logique féodale. Cette réarticulation est, on le comprend, une invitation à repériodiser le Moyen-Âge, et l'on retrouve cette hypothèse qui fut doublement testée ici, je l'ai dit, par l'épreuve d'une histoire de la production sociale et culturelle de l'État, mais aussi par l'épreuve d'une histoire décloisonnée du Moyen-Âge comme régime d'articulation des mondes lointains. Le livre de Dominique Yognapra est donc pleinement en phase avec cet effort de repériodisation de 3 en 2, 3 Moyen-Âge au central bas, 2 désormais, premier Moyen-Âge, second Moyen-Âge, une flexure, le moment grégorien, et cet accord, il n'est évidemment pas accidentel, ils vont nous l'expliquer, il configure une forme de contemporanéité historiographique, voilà, dont, d'une certaine manière, les allers-retours entre la bibliographie des uns et des autres peut témoigner. C'est de ça dont on aura à parler. Je dirais au fond que, me semble-t-il, après je me tais, je vous promets, mais l'un et l'autre, au fond, s'attachent à poursuivre l'œuvre de Georges Duby par d'autres moyens, c'est-à-dire dans un rapport de fidélité critique qui est le seul, au fond, susceptible de conférer à ce qu'il exerce une authentique liberté. L'histoire continue, en somme, d'un historien l'autre, d'un Moyen-Âge l'autre, car Cité de Dieu, Cité des hommes fait évidemment clairement suite à la Maison Dieu, et c'est cet effet de suite qui me semble passionnant dans ce que nous avons à discuter aujourd'hui. Je rappelle que paru en 2006, La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, entre parenthèses, vers 800, vers 1200, c'est-à-dire ce qui ne s'appelait pas encore le second Moyen-Âge, mais ce qu'on pourrait aujourd'hui, si on rassemblait le premier Moyen-Âge, mais on pourrait rassembler les deux en un volume, et d'une certaine manière, l'ensemble serait réarticulé.
Le livre décrivait donc, vous le savez, la manière dont l'Église, comme communauté chrétienne, ne pouvait plus se concevoir hors de l'Église comme édifice cultuel. Autrement dit, l'Église engendre l'Église. Alors qu'au second Moyen-Âge, années 1200, années 1500, on pense la construction d'une communauté politique comme l'édification d'un espace urbain. Autrement dit, la ville engendre la cité. D'une architecture de la société à l'autre, le passage se ferait donc par le déplacement d'une métonymie contenant contenu. Il n'y a donc pas, pour Dominique Young-Aprah, d'institution imaginaire de la société, au sens de Castoriadis, il y a des lieux constitutifs d'institutions. L'Église d'abord, la cité ensuite. Ce dont on aura à parler sans doute, c'est effectivement de la puissance énonciative de ces métaphores. Mais ce que l'historien produit au total, c'est une histoire sinon imaginaire, du moins abstraite. C'est-à-dire que ce qui intéresse Dominique, ce n'est pas l'essor urbain en lui-même, ni les expériences politiques qu'il suscite, notamment l'expérience communale, justement, mais la coalescence de l'URPS et de la Civitas, c'est-à-dire l'instauration d'une communauté urbaine qui reconfigure théoriquement la notion de bien commun et partant d'universitas. C'est donc, en tant qu'historien de ce qu'il appelle les ordres de discours organisateurs du social, disons, les idéologies de la hiérarchie, qu'il pénètre dans le laboratoire urbain de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire pour l'essentiel de l'Italie princière du Quattrocento. Et là, l'architecture ne s'entend pas comme une pratique concrète du système constructif, disons, mais comme la science principale des princes, au sens de l'aristotélisme politique, celle qui hiérarchise les savoirs à la manière de l'arborescence de l'encyclopédisme qui ordonne en diagrammes lieux communs et taxinomie. On retrouve ici, me semble-t-il, la question du rapport entre les mots et les choses. Il s'agit bien ultimement de l'analyse d'un champ sémantique. C'est cela qui nous intéresse. Ce champ polarise des abstractions institutionnelles qui sont des opérateurs hiérarchiques façonnant l'espace social. L'Église et l'État étant ultimement, je cite encore Dominique Young-Aprah, deux configurations jumelles de la prise du sujet, fidèle ou citoyen, citoyen ou fidèle, en régime politique chrétien. Évidemment, ce dont on aura à parler aussi, me semble-t-il, c'est que la force, l'énergie du livre de Dominique Young-Aprah est de résister à la tentation de son propre pitch. Ni discordance, ni désenchantement. C'est-à-dire que l'historien de l'ecclésiologie, pour des raisons qu'au fond je ne m'explique pas, mais comme j'étais sous la main, je te poserai la question, l'historien de l'ecclésiologie ne peut se résoudre à décrire la sortie du tout ecclésial comme la marche glorieuse vers la modernité. Il ne peut se résoudre à ce que l'Église serve l'État, comme effectivement Florian semble l'indiquer à la fin de son livre, comme sur un plateau, il sert l'État sur un plateau, sa propre matrice de gouvernement. La modernisation, pour Dominique Young-Aprah, ne peut pas être au prix de l'oubli de ce qu'il pose comme principe dans son introduction. Je le cite, « Rien d'humain ne saurait se concevoir sans transcendance ». D'où son projet d'inquiéter la notion de modernité en démontrant combien l'architecture civile des sociétés recouvre son ecclésiologie médiévale davantage qu'elle ne lui succède. Et c'est de cela aussi dont on est redevable. D'où aussi l'accent porté sur, je te cite, la longue inertie dans l'histoire séculière de la modernité politique, du modèle ecclésio-sociologique d'un contenant nécessaire à la réalisation du contenu. Voilà de quoi nous aurons à parler. Voilà effectivement la chance que nous avons d'avoir ici deux historiens qui non seulement produisent leur propre œuvre en articulant une histoire générale, ce qui n'est quand même pas si courant, mais qui effectivement peuvent s'articuler l'un l'autre dans une forme de contemporanéité historiographique. Au fond, si je voulais ramener l'ensemble de cette discussion à une interrogation, une inquiétude, mais une inquiétude qui n'est pas non plus un regret, qui est une inquiétude au sens où c'est celle qui nous met en mouvement, qui est le mouvement même de la modernité, c'était
c'est, je crois, votre interrogation commune, et elle était justement exprimée dans La Maison Dieu, je te cite, « Pourquoi, malgré l'ambition proprement totalitaire de la papauté, pourquoi l'Église occidentale n'a pas accouché d'une théocratie ?» C'est au fond la question qui est devant nous et qui doit nous obliger à poser effectivement celle de la sécularisation. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, ce qui va se passer maintenant, c'est que Dominique va parler du livre de Florian, qui va répondre, et puis ensuite on va discuter, et ensuite Florian va parler du livre de Dominique, qui va répondre, et ensuite on va discuter, et ensuite on se dispersera.